Bien, bonjour. Euh, Mon rôle, c'est de commencer la présentation du contenu. Et le contenu, il a deux chapitres au départ qui posent le problème, qui essayent d'expliquer quels sont les terrains auxquels on s'intéresse, et puis comment on les interroge pour avoir des réponses qui nous servent après à calculer les ouvrages. Donc c'est ça que j'ai fait. Donc le plan de ma présentation, il ressemble, mais enfin, il n'est pas exactement dans le même ordre que le texte des recommandations. Il y a d'abord un, un essai de définition des terrains auxquels on s'est intéressé pendant ces 8 ans. Ensuite, quelles questions on se pose sur eux, c'est-à-dire ce que j'ai appelé modèle de comportement, c'est quelles sont les questions qu'on veut poser à ces terrains, en fait, pour en faire un usage après dans la conception des ouvrages. Ensuite, il y a toute une partie sur les essais, puis sur la qualité des échantillons testés, parce qu'on a beaucoup de problèmes, il faut le reconnaître, avec les sols dits gonflants. Les résultats des essais sont en général bizarres. Et donc, c'est lié à la façon dont on fait les essais, puis à la qualité des échantillons. Et puis, à la fin, il y a une revue de tous les paramètres qui sont utilisés dans les chapitres suivants pour faire du dimensionnement. Oui, ça marche. Donc les terrains auxquels on s'est intéressé, ce sont des sols argileux. Ouais, alors là, si, il est de retour. Donc c'est des terrains argileux, mais donc les terrains argileux, en pratique, ça veut dire des argiles et des marnes, puisqu'on a éliminé tous les autres types de choses qui peuvent gonfler dans la nature, genre anhydrite ou schiste carton. Enfin, il y a plein de terrains, disons, désagréables dans la nature. Mais on s'est limité aux argiles et aux marnes. Et puis, on a éliminé tous les problèmes qui sont liés en fait, au retrait-gonflement, au retrait-gonflement tel qu'on le subit dans les terrains de surface et qui est la cause de beaucoup de dégâts dans les constructions légères notamment. Donc, on s'est limité à un type de sol et puis, une fois qu'on a éliminé le retrait-gonflement par variation de la teneur en eau, il nous reste les effets de gonflement ou de soulèvement qui sont associés au déchargement. Puisqu'en fait, si ça nous pose des problèmes, c'est parce qu'on veut enlever des couches de terrain au-dessus des couches d'argile et de marne et que c'est ça qui est la source, disons, principale des soulèvements de ces sols. Alors la nature des argiles elle est importante parce que suivant qu'on on est avec un kaolin ou avec une bentonite, on n'a pas du tout les mêmes amplitudes de retrait et de gonflement. Mais ce n'est pas parce que le retrait et le gonflement est très différent que c'est nécessairement très différent du point de vue de ce qu'on regarde. C'est-à-dire on se limite à des terrains qui sont saturés au départ. S'ils sont saturés, ça veut dire que la quantité d'eau qui peut être dedans, elle est connue, ou elle ne peut pas varier beaucoup. Et par conséquent, ça limite les amplitudes de variation de volume qui sont possibles dans ces terrains argileux saturés. En bas, c'est un diagramme dans lequel on a placé tout un tas de points qui correspondent à des études qui ont été faites dans la région parisienne, parce qu'il faut reconnaître que les travaux du Grand Paris ont quand même été le moteur principal de nos motivations d'études de ce genre de terrain. Alors en pratique, quels sont les terrains auxquels on s'intéresse ? On en a fait la liste dans 3 régions. Dans la région parisienne, celle donc où on a accumulé beaucoup d'expérience, on a en gros les marnes à huîtres, les marnes à sirène, parce que suivant les gens, il y a des gens qui utilisent le mot glaise, mais enfin, dans d'autres ouvrages, on parle de marnes. Donc c'est des marnes à sirène, des argiles vertes de Romainville, les marnes bleues d'Argenteuil, l'argile plastique de l'Yprésien. Ça, c'est les terrains gonflants dont on s'est préoccupé dans les travaux du Grand Paris.
Dans le nord, on a l'argile des Flandres, puis l'argile de Louville et l'argile du Gau. Et puis dans la région de Marseille, il y a d'autres terrains qui ne portent pas des noms correspondants. Il y a des argiles et des marnes, y compris des calcaires et des marnes noires, des calcaires argileux, marneux, tout ça. Et ces différentes couches, elles sont toutes datées. C'est-à-dire qu'elles datent d'époques géologiques qui ne sont pas les mêmes. C'est intéressant de voir que les terrains qu'on a en surface dans le nord de la France, par exemple, l'argile des Flandres, elle est au même niveau que l'argile plastique qu'on a sous Paris. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? En particulier parce que l'argile des Flandres, avant, on lui a enlevé, enfin, la nature lui a enlevé 200 à 300 mètres de matériaux qui étaient au-dessus. Donc c'est pour ça que cette couche-là s'est retrouvée en surface. Mais ça n'explique pas complètement les problèmes d'altimétrie. Bon, mais peut-être qu'il y a des phénomènes de tectonique qui ont été contemporains de la formation des Alpes ou des Pyrénées qui ont fait que en fait, les terrains qui au départ étaient nécessairement à peu près au même niveau se trouvent à des niveaux différents. Enfin, c'est là-dessus qu'on a défini les problèmes qu'on voulait traiter et puis les méthodes qu'on utilise, enfin qu'on propose d'utiliser pour les traiter. Cette partie-là, modèle de comportement, en fait, c'est un essai d'explication de ce qu'on demande à ces matériaux en termes d'essai de caractérisation. Alors, les déformations, en fait, auxquelles on s'intéresse sont associées à des déchargements mécaniques. Puis des déchargements mécaniques quand il y a de l'eau. De toute façon, dans un sol saturé en profondeur, dans nos régions, il y a toujours de l'eau. Il n'y a que dans d'autres régions du monde qu'on a des nappes à 300 mètres de profondeur. Donc, on a cette restriction-là au départ. Et puis, on considère donc que le gonflement, enfin le soulèvement de ces terrains qui sont associés aux excavations, ils sont liés à des variations de contraintes en fait dans le massif de sol. Alors ça, c'est un reste de la mécanique des sols traditionnels qui dit quand même que les déformations dans les sols sont toutes associées à des modifications des contraintes effectives de préférence. Alors ce qu'on a dans l'idée, c'est que quand on fait une excavation, alors vous avez deux figures à gauche là qui représentent des résultats de calcul qui ont été effectués en regardant ce qui se passe sous une excavation. En fait, là, c'est une tranchée, enfin, c'est un déblai qui a été fait, un déblai de 20 mètres, et puis on se rend compte, avec les propriétés qu'on a données au terrain dans le calcul, que ça conduit à un soulèvement qui est sensible de la base de la tranchée, enfin de la tranchée. Et puis, dans le terrain lui-même, des variations de pression interstitielle qui sont très importantes, puisque si on se réfère aux idées générales qu'on a, quand on enlève 100 kPa de contrainte totale à la surface d'un terrain, les pressions interstitielles elles vont diminuer d'environ 100 kPa. Donc, ce qui fait que sous une tranchée comme ça, on a une diminution extrêmement forte des charges hydrauliques et des pressions interstitielles, donc qui sont négatives et qui ont comme objectif de garder constantes les contraintes totales, les contraintes effectives. Alors, donc on a dans l'idée que si on fait une excavation rapidement, ça rapidement, c'est à l'échelle d'un chantier, ça ne veut pas dire instantané. Enfin, si on fait une excavation rapidement, on aurait une partie de déformation instantanée qui serait une sorte de comportement à court terme, sans que l'eau ait le temps de s'échanger avec l'environnement. Et puis d'autre part, une partie différée qui est liée à l'évolution progressive des pressions d'eau qui sont attirées par les zones où les charges hydrauliques sont sont les plus faibles. Et puis ça fait que l'eau, elle vient dans les zones qui sont décomprimées, puis que ça permet au terrain de gonfler un peu. Alors,
tout ça, on a essayé, enfin on essaye par les essais, de caractériser les propriétés du terrain qui peuvent correspondre à ces deux phases-là. La difficulté, c'est que en laboratoire, ce n'est pas très évident de faire la différence entre une déformation instantanée, disons, liée à un déchargement rapide, et puis le reste des déformations. Et puis sur le chantier, là, c'est quasiment impossible parce que les déformations elles se produisent au fur et à mesure qu'on creuse. Et pendant qu'on est en train de creuser et de faire une excavation, on ne fait pas de mesure de l'altitude de la base de l'excavation qu'on est en train de faire. Donc de toute façon, on n'a pas de données à proprement parler pour vérifier ce qu'on peut imaginer sur la base d'essais de laboratoire. Et donc on n'a pas de moyen de valider les essais de laboratoire non plus par rapport à ça. Enfin, néanmoins, on garde dans la tête cette idée qu'on pourrait distinguer une réponse instantanée et puis une réponse différée. Les essais, ce sont tous des essais de type oedométrique. Et ces essais, en fait, ils ont un certain nombre de caractéristiques. Donc, on a l'essai oedométrique standard. On a l'essai type Uder-Ramberg, mais qu'on a appelé de chargement par palier. Et puis, on a les essais de gonflement parallèle. Tous ces essais-là se faisant dans un moule oedométrique. Ce qui différencie les essais, c'est les paliers, donc les paliers de chargement successifs, où dans les deux premiers essais, ils doivent être définis. On doit définir la durée d'application de chacune des charges. Et donc, quand il y a des cycles, quelle est la durée des paliers aussi pour le déchargement. Donc, on a un certain nombre de caractéristiques des essais qui sont importantes. Et puis, il faut éviter que l'eau s'évapore dans l'œdomètre quand c'est des œdomètres ouverts. Donc, il y a un certain nombre de recommandations qui sont données dans notre document de recommandation de façon à essayer d'éviter trop de désordre, disons, dans la partie expérimentale en laboratoire. Alors, ces essais-là, ils servent à définir des paramètres de déformabilité et de résistance. Quand on a l'essai oedométrique normal, c'est un essai dans lequel les éprouvettes sont en contact avec l'eau depuis le début. Donc, on met l'éprouvettes dans l'eau, enfin, on met de l'eau après dans des œdomètres ouverts, mais enfin, l'éprouvette est dans l'eau. Et puis, donc, on la charge progressivement et puis on bloque le gonflement tant que l'éprouvette a envie de gonfler au lieu de tasser comme on attend d'elle qu'elle le fasse. Donc, c'est pour ça qu'on a un certain nombre de paliers pendant lesquels on n'a pas de tassement, parce qu'en fait, ni de soulèvement, parce qu'on le bloque. Et puis, donc, à la fin de cette période-là, on a un niveau de contrainte, et c'est ça que dans l'essai oedométrique, dans la norme d'essai oedométrique, on appelle pression de gonflement. Et puis, on a aussi un indice de gonflement, qui est un indice de déchargement-rechargement, en fait, mais bon, le nom qui a pris la place au niveau international, c'est indice de gonflement, qui correspond à la pente des cycles. Dans les essais type Uder-Ramberg, donc de chargement par palier, on commence par faire un cycle de chargement, sans eau dans l'éprouvette, elle est chargée, mais il n'y a pas d'eau en contact avec l'éprouvette. Et puis, une fois qu'on a fait le cycle de déchargement, de rechargement, on met l'éprouvette en contact avec de l'eau. Et puis, le plus souvent, ça la fait gonfler. Alors, l'exemple qui est représenté là, il n'y a pas beaucoup de variation de volume. Donc, je dirais que c'est plutôt un signe que l'éprouvette était de bonne qualité. Mais donc, après, on observe le déchargement en contact avec l'eau. Et puis, ça nous donne, d'une part, une pression de gonflement qui correspond à la charge pour laquelle la mise en contact avec de l'eau ne crée pas de soulèvement de gonflement. Et puis, on a une pente de gonflement
qui est donc la pente de la courbe qui est représentée ici. Alors, dans les essais de gonflement parallèle, on a aussi, dans la norme actuelle telle qu'elle est rédigée, disons qu'elle ne nous plaît pas beaucoup. Donc il sera bien de la faire modifier parce qu'en fait, elle ne demande pas vraiment qu'on donne des détails sur ce qu'on a fait. Et on se préoccupe seulement du gonflement dû à l'eau, mais on ne s'intéresse pas tellement au tassement à sec. Or, on commence par appliquer une charge. Et dans les recommandations qu'on a écrites, on suggère de faire une boucle de chargement, des chargements aussi avant, de façon à bien connaître le comportement du sol indépendamment de son interaction avec l'eau. Alors avec les diagrammes qu'on obtient, donc on obtient un diagramme qui est le tassement à sec, disons, et puis on a la pente de gonflement qui correspond aux points qui sont obtenus une fois que l'éprouvette a gonflé sous les 4 contraintes différentes que l'on applique. Donc c'est ça notre outil de base, enfin notre outil de base pour caractériser les terrains, il a cette allure-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire sur ces essais ? En fait, c'est assez compliqué de les comparer. C'est pour ça qu'on a mis énormément de temps. En fait, c'est un groupe de travail qui a travaillé longtemps, mais parce qu'on a longtemps discuté de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les essais, comment il fallait les améliorer, qu'est-ce qu'ils avaient comme défaut. Donc, je pense qu'on n'a pas résolu tous les problèmes, mais on a un peu progressé dans ce sens-là. Et donc, on a identifié, disons, un certain nombre de difficultés dans le comportement des sols pendant les essais qui sont liées au prélèvement des carottes qui, en fait, quand on les prélève à 50 mètres de profondeur ou à 40 mètres de profondeur, voir qu'on enlève quand même des fortes pressions et on les ramène à la pression atmosphérique, donc le sol, il n'aime pas. Et donc, il a tendance à se fissurer ou micro-fissurer, enfin à se désaturer en fait. On a le problème donc de la conservation des carottes, de leur découpage. Bon, on n'a pas résolu ce problème là de façon claire parce que les procédures d'essai en fait ne permettent pas nécessairement d'obtenir les résultats qu'on voudrait. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on regarde les résultats des multiples essais qui ont été faits dans la région parisienne sur nos terrains dits argileux, la variabilité des résultats est tellement grande que ça montre qu'il y a un problème. On ne peut pas trouver à la fois 50 et 5000 kPa ou 1000 kPa de pression de gonflement sur le même terrain. Enfin, il y a un problème quelque part, mais celui-là, on ne l'a pas vraiment résolu. C'est-à-dire qu'il nous restera de toute façon à la fin le problème d'une bonne caractérisation des terrains. Alors, si on essaye de raisonner sur ce qui peut se passer dans un terrain saturé, s'il n'y a pas de variation de teneur en eau, les choses qu'on a l'habitude de voir dans le retrait-gonflement, ça n'existe pas. Et donc, on n'a pas de variation autonome des dimensions des éprouvettes qui sont liées simplement à la variation de teneur en eau parce qu'elle ne varie pas. Donc, les seules causes de déformation, c'est des variations de contraintes, des contraintes effectives et qui sont liées au déchargement. Alors, on est à peu près tous d'accord pour dire ça, sauf que le problème qu'on a, c'est que c'est les résultats des essais qu'il y a dans les rapports de reconnaissance géotechnique, ils montrent que les éprouvettes elles ont envie de gonfler. Alors, l'interprétation qu'on peut en avoir, c'est soit ça gonfle vraiment, soit c'est parce qu'on fait les essais d'une façon incorrecte et on désature les éprouvettes. Et donc, elles se comportent comme des sols désaturés à la fin. Alors, pourquoi est-ce que les éprouvettes ne sont pas complètement saturées ? Il y a d'abord l'effet du déchargement lors de l'extraction des carottes. Et puis, il y a un certain nombre de manipulations qui sont nécessaires pour tailler les éprouvettes,
à partir des carottes de sol et puis les mettre en place dans les odomètres. Et puis après, on a aussi les paliers de chargement ou de déchargement à sec. Alors la décompression, elle peut être importante. Il faut voir que quand on réapplique des charges sur une éprouvette courante, disons, la recompression peut représenter 5 à 10% de l'épaisseur de l'éprouvette, de la hauteur de l'éprouvette, ce qui est très important. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye, on a recommandé de faire un cycle de chargement et déchargement au début des essais pour essayer de faire disparaître cette décompression, une partie. Alors, ce n'est pas certain qu'on arrive à faire supprimer les effets qu'elle a eus, c'est-à-dire la microfissuration, éventuellement l'introduction d'air à l'intérieur des éprouvettes. Enfin, néanmoins, c'est certainement une bonne idée de commencer par recomprimer les éprouvettes avant de faire des essais dessus. L'interprétation, en fait, qu'on essaye de faire des essais, quel que soit l'essai, c'est qu'on a un certain état qui correspond à l'état de contrainte du point. Enfin, on part d'un point A qui est pas représenté là, mais qui est donc l'état de l'éprouvette avant l'essai. On l'amène dans un autre point qui est son état initial de contrainte avant le déchargement. Et puis, on peut faire des déchargements rapides sans apport d'eau, qui correspond à la courbe BC, ou bien on peut faire un déchargement avec apport d'eau, enfin un déchargement lent, auquel cas on va passer du point B au point E. Et donc, ce qu'on essaye de caractériser dans les essais, enfin ce qu'on aimerait caractériser, parce que c'est ça qui nous sert dans les calculs après, c'est quelle est la part relative du déchargement instant rapide et puis du déchargement lent. Alors, si on considère que le principe des contraintes effectives, ça s'applique avant tout en mécanique, de façon générale en mécanique des sols, le point C qui est dans le diagramme de gauche, là, qui correspond à des contraintes totales, il faut qu'il soit sur la même courbe que le point C de la figure de droite. C'est-à-dire que dans la logique de la mécanique des sols, l'état après déchargement rapide, c'est une partie du déchargement total, en fait, qu'on a déjà gagné. Bon, ça, c'est bien comme idée. La difficulté, c'est de voir à quoi ça pourrait correspondre dans les essais. Mais dans les essais, ce n'est pas évident qu'on soit capable de faire ça. Ah, si. Alors, les essais eux-mêmes, on a donc... dans les recommandations, on a des pages de commentaires. Il y a des tas d'autres pages de texte, mais c'est assez compliqué à lire. Donc, je ne me suis pas appesanti dessus, j'ai essayé de le simplifier. Les commentaires qu'on fait sur les essais de chargement par paliers successifs, c'est-à-dire Ruder-Homberg rebaptisé, sont que on pense que les pentes, elles sont correctes. C'est-à-dire que la pente de la courbe CD, elle correspond à un déchargement sans drainage. Et puis la pente CG correspond au gonflement qu'il y a quand le sol peut absorber de l'eau. Bon, ça n'a pas de... Enfin bon, on est tombé d'accord sur l'idée que c'était une bonne façon de regarder les choses. Alors, le problème après, c'est de savoir si on peut déduire une pression de gonflement de ces essais-là. Alors, la façon habituelle de le faire, c'est d'extrapoler la droite CD et puis d'extrapoler la droite FE et puis de dire la pression de gonflement, c'est quand ça se croise. Bon, on a aussi en idée que la pression de gonflement ne va pas être supérieure à la contrainte effective sigma prime V0, c'est-à-dire la contrainte effective en place, parce que sinon le sol, ils sont encore en train de gonfler, même s'il est là depuis 50 millions d'années. Donc ça paraît un peu bizarre, donc on est tombé d'accord sur cette idée-là. Et donc c'est la raison pour laquelle une des
recommandation, c'est de considérer que la pression de gonflement elle est égale à la contrainte ou plus égale à la contrainte effective sigma prime V0. Alors, comme les valeurs qu'on peut tirer de l'interprétation des essais de ce type-là, elles ne sont pas nécessairement égales à la contrainte effective en place. Eh bien, on a la possibilité, on a gardé la possibilité d'avoir une pression de gonflement qui soit plus faible. Commentaire sur les essais de gonflement en parallèle, c'est, disons, globalement, notre groupe, il n'aimait pas les essais où il n'y avait pas de cycle de chargement au départ. Le cycle de déchargement, déchargement, rechargement, sans ajout initial, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, globalement, on considère qu'au moins 90% de tous les essais en parallèle qui ont été faits jusqu'à maintenant, on ne peut pas les considérer qu'ils sont fiables. Parce qu'il nous manque, on a besoin d'une information sur qu'est le tassement, en fait. Pourquoi on n'a pas... quelle est la justification des points qu'on a dans la partie basse des courbes, là, dans la courbe C', C étoile SU. Donc voilà, et par contre, s'il y a un cycle de chargement et déchargement, la prime, disons, à faire un cycle d'essai de déchargement, c'est que les valeurs qu'on détermine sur les courbes de résultats, elles seraient plus fiables. Alors, elles sont plus fiables, mais elles ne sont pas nécessairement égales à celles qu'on trouve par l'essai d'Ehrenberg non plus. Donc, il nous reste quand même une certaine variabilité dans les résultats qu'on analyse. Alors, pour les CE de métrique standard, l'opinion qu'on en a, c'est que ce qu'on appelle pression de gonflement dans la norme de l'essai de métrique, on ne peut pas utiliser ça comme pression de gonflement. Enfin, pas directement en tout cas. Par contre, la pente de déchargement, enfin la pente qu'on appelle CS, elle serait nettement plus fiable. Alors on a dans nos discussions, et sans doute que ça doit être écrit quelque part dans les recommandations, cette idée que dans beaucoup de cas, la pente de gonflement qu'on appelle CG et la pente qu'on appelle CS, elles ne sont pas très différentes. Ce qui est la logique. Enfin, si on faisait des essais sans aucune désaturation des éprouvettes, je pense que normalement, c'est ça qu'on doit trouver. On doit trouver que le déchargement, le gonflement du sol quand on le décharge, dans les CE métriques, il correspond au gonflement parce que de toute façon, le sol, il récupère juste l'eau dont il a besoin pour faire ces petites variations de volume. Il ne cherche pas à créer d'immenses variations de volume qui sont celles du retrait-gonflement. Dans toutes les réflexions qui ont été menées, on ne s'est pas intéressé en fait aux déformations différées, c'est-à-dire aux déformations de fluage. Quand on regarde les résultats des essais, en fait, il y a les essais de déchargement, c'est comme des essais de compression à l'odomètre, c'est-à-dire qu'il y a une partie de compression primaire, disons, et une partie de compression secondaire. Donc il y a aussi une partie de déchargement primaire et une partie de déchargement secondaire. Et la part du déchargement secondaire, en fait, on l'a totalement négligée dans toutes les réflexions qu'on a faites. Je dois dire, j'ai discuté avec Jean-François Serratrice de ça. Lui, c'est son grand regret, en fait, qu'on ait totalement passé sous silence les déformations différées, parce que quand les charges ne sont pas très grandes, elles peuvent être assez importantes, comme on le voit là. Ça, c'est des résultats d'essais que lui, il a fait depuis 25 ans, quoi, depuis très longtemps. Donc, il y a encore des choses qu'on peut faire si on a envie d'améliorer le système. La qualité des échantillons de sol, des échantillons sur lesquels on fait les essais, je pense que c'est le problème principal. Et là, le prélèvement, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de recommandations dans l'annexe 2 ou 3 du rapport qu'on a produit.
Mais néanmoins, ça ne permet pas d'échapper au problème majeur qui est le fait que quand on prend une éprouvette à 20 mètres de profondeur et qu'on la ramène sous la pression atmosphérique, il y a un déchargement énorme en fait. Et que ce déchargement, il a une influence. C'est-à-dire qu'il décomprime l'éprouvette de façon importante. Et donc, ça se voit dans les essais. Alors, j'ai eu l'occasion de faire des essais sur des marnes de la région de Saverne, et dans lesquels j'avais demandé qu'on fasse des cycles de déchargement. Il y a un certain nombre d'essais qui montrent tous la même chose. C'est que la courbe rouge, là, qui correspond à la compression avant mise en contact avec l'eau, et produit des tassements qui varient entre, là c'était 8% dans ce cas-là, mais ça monte jusqu'à 12% dans un essai. Donc c'est impressionnant. Et quand on pense à ça, on peut se dire que toutes les éprouvettes qu'on prélève en profondeur, en fait, sauf si c'est des terrains qui sont complètement solidifiés, disons, elles se traduisent par un gonflement dont l'influence sur l'analyse qu'on fait des essais dits de gonflement est certainement très importante. Bon, parmi les causes de ces problèmes, il y a celui de la durée des étapes de chargement, du cycle de chargement, déchargement préliminaire. Dans les documents de Jean-François Serratrice, il y avait un exemple dans lequel il dit qu'on a fait des paliers de 24 heures par charge dans ce cycle-là et qu'à la suite de ça, on avait suffisamment désaturé le sol pour qu'on ait des gonflements qui qualifient de spectaculaires. Et puis quand on regarde en fait ce qui se passe dans les essais de retrait, là, des vrais essais de retrait, là, en faisant diminuer la teneur en eau, on se rend compte que si on attend assez, dans l'exemple qui est cité, là, il y a eu 7% de déformation axiale. La teneur en eau a baissé de 10% et l'indice des vides de 0,35. Et donc, c'est important. Donc, ça fait partie des nombreux documents annexes qui ont été produits au cours du travail du groupe de travail, parce qu'il y a les choses qu'on publie à la fin. Mais par contre, il y a beaucoup de documents de travail qui ont été faits, de collecte, de résultats d'essais, etc., qui ont été utilisés pour tirer des conclusions de tout ça. Alors les paramètres, donc on a sous la main tout un tas de paramètres. En fait, on a des paramètres qui ont des symboles simples et des paramètres qui ont des symboles avec un astérisque dedans. Quand il y a un astérisque, c'est qu'on a défini les paramètres sur les déformations. Quand il n'y en a pas, c'est que les paramètres ont été définis sur les indices des vides. Alors, à part ça, on a des paramètres de gonflement divers. On a des contraintes de gonflement qui sont aussi diverses. Et puis, on va les revoir essai par essai dans la suite. Alors, les paramètres qui sont des indices de compression, enfin qui sont des paramètres qu'on peut déduire à la fois de tous les types d'essais, mais notamment des essais type Uderenberg et gonflement en parallèle. On a la pente la plus grande là qui correspond au gonflement sous eau, et puis on a la pente la plus faible qui correspond à la compression sans mettre l'éprouvette en contact avec l'eau. Donc c'est ça qui est appelé CG pour le gonflement sous eau, et c'est indice SU pour dire que c'est un CS non drainé. Les paramètres qu'on déduit de l'essai oedométrique normal, c'est on a la pression de gonflement, là, mais dont on a dit qu'on ne voulait pas s'en servir. Enfin, son existence, elle est quand même intéressante parce que ça indique que le sol il a envie de gonfler quand il est un peu désaturé. Mais donc on ne prévoit pas d'utiliser comme paramètre de dimensionnement. Et il nous reste la pente CS, qui est la pente du cycle de déchargement-rechargement. Et on recommande que ce ne soit pas les valeurs finales qui sont utilisées là, quand on a des très fortes contraintes, mais plutôt des valeurs qui correspondent aux variations de contraintes qu'on a sous les ouvrages courants. Et puis,
Donc on a les K. Les paramètres K, en fait, K c'est la différence de CG et de CSU. Et donc c'est censé représenter l'influence de l'eau dans le gonflement. Donc si on a effectivement des sols comme ça, là, qui pour moi sont des sols désaturés, mais bon, il y en a beaucoup malheureusement dans les résultats d'essais de laboratoire qui sont fournis dans le cadre des études. On a donc une différence des deux courbes qu'on va traduire par la pente K, qu'on peut définir soit en déformation, soit en indice des vides. Alors, de mon point de vue, le K il devrait être égal à 0, ou quasiment. Si on avait des éprouvettes qui étaient totalement saturées, normalement, je pense qu'on ne devrait pas avoir de valeur de K différente de 0. Puis à la fin de cette partie-là de nos recommandations, ben, on a un tableau de valeurs qui ont été trouvées dans des essais. Alors c'est des valeurs qui existent dans les rapports. On n'a pas vraiment cherché à les justifier, ni même à les analyser. Bon, les valeurs vraiment extrêmes n'ont pas été retenues, mais bon, ça donne une idée de ce que des essais courants donnent comme résultat sur les terrains usuels, disons, de la région parisienne. Je pense qu'il faut faire des progrès. Enfin, on est tous convaincus qu'on n'a pas vraiment résolu le problème des essais, parce qu'il y a des contraintes sur les essais qui font que déjà on est forcé de prélever les éprouvettes en profondeur. Ça, on ne peut pas faire les essais à 40 mètres de profondeur, donc il faut déjà les décomprimer. Et puis ensuite, eh bien, il faut essayer de limiter leur désaturation le plus possible. Puis pour ça, il y a un certain nombre de pratiques qui sont recommandées dans nos recommandations. Voilà, j'ai fini la présentation de ces deux chapitres initiaux, là, le chapitre 2 et 3 des recommandations. Merci pour cette présentation très intéressante, M. Magnan. Vous avez dit que quelque part, on a pensé que peut-être que le paramètre de gonflement, la pente, est égal au paramètre de consolidation. Est-ce qu'on a réussi quand même de voir si on peut distinguer? Est-ce que c'est deux... Moi, j'avais compris que c'était deux phénomènes différents. Consolidation et gonflement, c'est dû à caractéristiques de physico-chimiques du sol qui attirent l'eau, alors que consolidation, c'est plutôt une caractéristique classique des sols argileux. Voilà. Est-ce qu'on arrive à distinguer ces deux-là ou voilà, comment? Mon opinion personnelle de vieux géotechniciens, c'est que il ne faut pas commencer à regarder l'interaction des argiles avec l'eau comme si on était en train de découvrir le monde. On a un certain nombre de pratiques, de règles, d'hypothèses qui font que les déformations elles sont liées aux contraintes effectives, et les contraintes effectives, c'est valable dans les milieux saturés. La différence entre un milieu saturé et un milieu non saturé, c'est que dans un milieu non saturé, les particules d'argile sont capables d'attirer de l'eau, des quantités d'eau qui peuvent être importantes. Alors ça, c'est lié à plein de choses. Enfin, on ne va pas redévelopper tout ça, mais c'est lié en gros à l'indice de plasticité, disons. Plus il est grand, plus on a des capacités d'absorption d'eau qui sont liées à la nature des particules d'argile. Mais ça, c'est bien pour le retrait-gonflement. Le problème, c'est qu'on utilise exactement les mêmes choses que pour analyser le retrait-gonflement. Ça, on n'aurait pas dû le faire. On utilise le même mot, gonflement.
Mais le mot gonflement, de mon point de vue, il n'est pas adapté non plus. Parce que si on dit gonflement, c'est juste le soulèvement, c'est Yves en anglais, enfin des mots comme ça. Oui, mais si on dit que le gonflement, c'est lié nécessairement à l'attraction d'eau supplémentaire par les propriétés physico-chimiques, électriques, etc., des particules d'argileuses, c'est plus vrai, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même terrain. C'est pour ça que je pense que c'est la désaturation qui est responsable du comportement qu'on observe. Lors des études de retrait-gonflement, c'est clair. En fait, quand on dit dans les cours de mécanique des sols, comme j'en ai fait pendant très longtemps, les argiles, elles ont deux particularités. La première, c'est quand on les comprime, elles se déforment. Et la deuxième, c'est quand on change leur teneur en eau, elles se déforment aussi, indépendamment des contraintes. Ça n'existe que parce qu'on est dans un milieu désaturé. Et la plupart des publications sur le sujet concernent des matériaux compactés. Donc les matériaux compactés sont par nature non saturés. Donc enfin, je pense qu'il y a une confusion trop forte qui s'est établie entre le gonflement, entre les comportements de retrait-gonflement et puis les comportements mécaniques de sol saturé. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, mais on l'a fait en gardant les mêmes essais. Donc c'est compliqué. Enfin, je pense pas qu'on peut dire que c'est les mêmes mécanismes. Et puis, parce que les particules d'eau, les particules d'argile, elles interagissent aussi avec l'eau dans les sols saturés. Il y a les mêmes interactions, sauf qu'on n'a pas la présence d'air qui va créer d'autres phénomènes annexes. D'autres questions ? Merci pour cette présentation. Du coup, je rebondis sur la question précédente. Est-ce qu'il est, entre guillemets, intelligent de faire des essais de DRX pour vouloir justifier des pressions de gonflement différentes ? Honnêtement, je pense que les comportements des sols argileux saturés, c'est les mêmes partout. Okay. C'est les mêmes. La compressibilité n'est pas exactement la même parce que ce n'est pas exactement les mêmes empilements de particules, etc. Mais fondamentalement, il n'y a pas de la nature minéralogique et elle n'intervient pas. Alors la mécanique des sols, il faut voir que c'est construite sans regarder la nature des particules. Et heureusement qu'on a fait ça parce que sinon, ça ne serait jamais sorti. Hein. Donc en fait, les particules d'argile, elles ont comme caractéristique qu'elles sont toutes petites, qu'elles sont empilées en créant beaucoup de vide entre elles. Il y a énormément de vide dans les argiles, en fait, hein, quelles qu'elles soient. Et puis, à part ça, la nature minéralogique, je pense qu'elle peut être intéressante quand on s'intéresse au retrait-gonflement ou quand on a envie de faire de la recherche un peu approfondie, parce qu'il y a plein de sujets de recherche intéressants sur les argiles. Mais pour les applications de génie civil, comme on les traite d'habitude, honnêtement, ça ne sert à rien. Il suffit de mesurer les limites de plasticité et puis on a déjà une indication suffisante sur la nature des particules argileuses. Donc, je voudrais juste rappeler, puisqu'on parle de saturation, désaturation, il y a un point qu'on a rappelé dans le texte et que je crois utile de rappeler, c'est la notion de pression d'entrée d'air. Et en fait, plus un sol est plastique, plus la pression d'entrée d'air va être élevée. Et à l'époque, Fleureau à Centrale avait montré que, par exemple, pour les kaolinites de faible plasticité, autour de 30, la pression d'entrée d'air était aussi élevée que 1 mégapascal. C'est-à-dire qu'on est largement au-dessus des ordres de grandeur de contraintes verticales mobilisées dans nos travaux à profondeur du Grand Paris. Tout ceci fait, et c'était confirmé à l'époque par Scampton, que quand on extrait un sol argileux suffisamment plastique de profondeur raisonnable, la succion engendrée par le relâchement des contraintes totales n'atteint pas la pression d'entrée d'air et que donc le sol reste saturé. Et alors c'est pour ça qu'on n'est pas tous d'accord dans le groupe.
Et ça a été montré dans les années 60 par Scampton et Sowa, qu'en gros, dans ce que Scampton avait appelé des conditions idéales d'extraction, alors évidemment on peut beaucoup, perfect sampling, conditions d'extraction parfaites, en gros, la succion engendrée dans de bonnes conditions par l'extraction est égale à la contrainte effective moyenne. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de gonflement quand on extrait un sol et qu'il est maintenu dans d'assez bonnes conditions. Et cette notion, pour moi, est importante puisqu'elle de pression d'entrée d'air suffisamment élevée dès qu'on est un peu plastique, elle conditionne le fait qu'en général, quand on extrait des sols à nos profondeurs-là, il n'y a pas de désaturation. Donc je voulais mettre ces choses-là au clair quand même pour que ça, il n'y ait pas d'ambiguïté.